conditions de quorum sont remplies. Je demande à M. Sanson de bien vouloir procéder à l'appel des conseillers. Présent. Monsieur Alain Maurice. Présent. Madame Sophie Levéan. Monsieur Patrice Dumas. Absent pour le début de séance. Absent excusé pour le début de séance. Madame Gisèle Martin. Présent. Marie Massé. Présent. Monsieur Jean-Michel Ténat. Présent. Madame Françoise Leray. Présent. Mathieu Gentes. Présent. Madame Gaëlle Mestri. Absent excusé, a donné pouvoir à Madame Marie-Édith Massé. Monsieur Laurent Jeanne. Présent. Madame Sylvie Virol. Présent. Monsieur Michel Lauré. Présent. Madame Béatrice Valère. Présent. Madame Marie-Christine Garnier. Présent. Monsieur Serge Abraham. Présent. Monsieur Éric Loub. Absent excusé, a donné pouvoir à M. Alain Maury. Monsieur Patrick Mallet. Présent. Monsieur Laurent Bonnet. Absent excusé, a donné pouvoir à Madame Sophie Gaillard. Madame Sophie Gaillard. Présent. Madame Magali Bertin. Absent excusé. Madame Séverine Bloguin. Présent. Madame Élise Cartier. Présente. Madame Lisa Klimek. Absent excusé, a donné pouvoir à M. Gentes. Madame Isabelle de Marchand. Présente. Monsieur Jean-Baptiste Margot. Présent. Monsieur Yves Ferret. Absent excusé, a donné pouvoir à Madame Isabelle Le Marchand. Madame Christelle Renaud. Absent excusé, a donné pouvoir à M. Jean-Baptiste Margot. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Présent. Bien. Merci. Je sollicite un volontaire pour assurer les fonctions de secrétariat de cette séance. Madame Virol. Pas d'opposition. Vous souhaitez être... Non, non. Je souhaitais, excusez-moi, juste intervenir pour vous dire que, comme d'habitude, le conseil a été filmé. Oui. D'habitude, je vous dis que le règlement précise que ce sont plan large. Article 12, absolument. Comment? Article 12 ou 14 12. Oui. Vous écoutez, vous regardez vos productions. J'essaie, oui, absolument, ouais. Pour quelle raison? Il suffit de regarder les autres. Vous écoutez pour déduire que. Voilà, Déduire quoi? Il y a une contradiction entre votre affirmation et puis ce qui est réellement constaté. Vous l'avez déjà signalé, parce que pour moi, c'est quelqu'un du groupe majoritaire qui vous l'avait déjà signalé la fois précédente. Et venez à ma place, vous allez voir, c'est bien un plan large. Un plan large de la séance du conseil municipal, et pas un plan focusé. C'est bon. Focusé sur le PowerPoint que vous présentez pour... voilà. Bien. Je redonne ceci à M. Sanson. Secrétariat de séance, Mme Sylvie Virol. Le premier sujet, c'est la validation du procès-verbal de la séance du mois d'octobre, du 18 octobre. Y a-t-il des remarques? Remarques particulières? Bien, donc je considère que le conseil municipal valide le procès-verbal de la séance du 18 octobre dernier. Le premier point à l'ordre du jour, le Conseil local de la biodiversité, désignation des membres des collèges habitants, élus et personnes qualifiées au titre du renouvellement de ce Conseil local de la biodiversité. Madame Sophie Ledréan, quelle est due? Conformément à la délibération 98 en date du 30 septembre 2020, le Conseil local de la biodiversité a été créé et un appel à candidature a été lancé auprès des habitants pour soutenir le collège habitant. Le Conseil local de la biodiversité composé de 3 collèges de 9 personnes chacun, un collège élu, un collège habitant dont l'appel à candidature est terminé le 18 novembre 2023 et un collège personne qualifiée désigné par le Conseil municipal. L'objet de la présente délibération est de désigner les personnes qui composeront le collège habitant par tirage au sort et les personnes qui composeront le collège personne qualifiée. De même, il est proposé de renouveler le collège élu et modifier ainsi la disposition prévue par la délibération 98 du 30 septembre 2020. 10 candidatures ont été reçues en mairie pour le collège habitant. Il est par conséquent nécessaire de procéder à un tirage au sort afin de désigner les 9 personnes qui composeront le
Donc les 10 noms ont été reportés sur des petits papiers. Et je demande un ou une volontaire qui disque un pied. Non, non, on tire au sort les membres du collège. Donc on doit tirer 9 noms. Il faut prendre le temps de noter que Sylvie. Madame, donc Pascal. Madame. Monsieur Brignot Julien. G-R-I-G-L-E-A. Vous appelez Julien? Excuse-moi. Le premier? Hamon Janvier. Non, l'autre monsieur. Brignot Julien. 20 Claire Florian. V-I-N-C-L-A-I-N. Beaumont Audrey. B-E-A-U-L-O-N-T. Le Goff Catherine. Dubois Myriam. Courteil Sylvain. Boujard Yann Ael. Boujard Yann Ael. C'est Yann-Ael. Et on a le compte. Ceci fait les 9 noms. Le 10e nom? Super. Hamon Janvier Raphaël. Raphaël. C'est la famille, Monsieur. Monsieur. Très bien, merci. Les autres collèges. Du coup, pour le collège personnes qualifiées, les personnes suivantes proposées par M. le maire sont désignées du fait de leur expertise dans certains domaines. Nous avons un représentant de la LPO, donc pour information, c'est le coordinateur référent du groupe local de la CCVIA. Un représentant de Bretagne Vivante, Tony Mougelot, un technicien du pôle environnement de la communauté de communes Valville-Aubigné, Louis Clostis, professeur à la retraite de l'École nationale vétérinaire de Nantes et expert auprès de divers organismes dont l'ANSES, Vincent Dubreuil, géographe, climatologue à l'université de Rennes, qui faisait déjà partie du conseil précédent, Fabrice Aubray et Pierre Gieux, qui sont deux agriculteurs de la commune, Isabelle Ruet et Claire Coudrin, qui étaient membres du conseil local précédent et qui, donc, du fait de leur expertise acquise, rejoignent ce collège-là. Pour le collège élu, les personnes suivantes proposées par M. le maire sont désignées suite à leur candidature. Donc on a Claude Javel, Sophie Lebré-Ortelecdu, Mathieu Jantès, Béatrice Valette, Laurent Molès, Patrick Mallet,
Élise Cartier, Isabelle Lemarchand et Yves Ferret. Merci. Ce qui était important, c'était de noter les noms tirés au sort dans le collège habitant. Les autres, ils sont déjà notés. Très bien. Ceci est à soumettre, je le soumets à la validation, à la fois le collège habitant, le collège des personnes qualifiées et le collège élu, tels qu'ils viennent d'être présentés pour l'ensemble de ces trois collèges par Madame Sophie Le Drian. Sur cette validation, qui ne prend pas part au vote, qui est contre, qui souhaite s'abstenir, je vous remercie beaucoup. Donc, avant de prendre le point 2, vous avez trouvé sur table un correctif pour la note de synthèse portant sur le dernier point que la note de synthèse est numéroté 15. En fait, c'est bien le numéro 14 à suivre dans l'ordre logique des points de l'ordre du jour. Le point 2. Restauration scolaire, avenant à la convention passée avec l'OGEC de Melesse. C'est M. Mathieu Jantès qui présente ce point. L'école privée Saint-François, représentée par l'OGEC de Melesse, regroupant l'école maternelle et l'école élémentaire, a été mise en service à la rentrée de septembre 2018. L'OGEC dispose au sein de ce complexe d'un local de restauration et d'un office mis à disposition de la ville de Melesse depuis le 1er septembre 2018 afin d'assurer la restauration des enfants des écoles privées. Cette mise à disposition est cadrée par une convention d'occupation avec l'OGEC dont la redevance annuelle était de 8 500 €. Les surfaces disponibles pour la salle de restaurant ont été diminuées depuis le 1er janvier 2023 afin de créer un dortoir. La convention doit être modifiée par avenant pour adapter le montant de la redevance annuelle. Cette redevance est fixée à 5 950 € et sera revalorisée chaque année suivant l'indice de référence des loyers, valeur de référence au troisième trimestre de l'année N-20. À titre d'information, la valeur de l'indice de référence des loyers au troisième trimestre 2022 était de 136,27. Merci. Avez-vous des demandes de précision? Je mets donc à la validation du conseil municipal en invitant le conseil à approuver l'avenant numéro 1 à la convention de mise à disposition d'un local de restauration scolaire avec l'OGEC, à m'autoriser à signer cet avenant numéro 1 ainsi que tout autre document relatif à la gestion de ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé à cette proposition? Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie. Le point 3. L'association Melesse à travers les âges, approbation d'une convention. Madame Marzin. L'association Melesse à travers les âges souhaite payer des projets spécifiques nécessitant un accompagnement potentiel de la ville. Au-delà de l'autofinancement et en lieu et place des subventions fléchées, afin de définir le périmètre juridique de ce partenariat, il est proposé au conseil municipal de conventionner avec l'association Melesse à travers les âges. La convention annexée à la présente délibération définit les obligations des parties. Elle est établie pour 3 ans et fera l'objet d'une reconduction express. Chaque projet entrant dans le cadre de cette convention fera l'objet d'un avenant. Vous avez pu prendre connaissance de cette proposition de convention qui était jointe à la note de synthèse. Avez-vous des questions, des demandes de précision? Très bien. Donc mettre à la validation du Conseil cette convention en vous invitant à approuver cette convention avec l'association Melesse à travers les âges et m'autoriser à la signer ainsi que tout document sur ce dossier. Qui ne prend pas part au vote, qui est opposé à cette signature de convention, qui souhaite s'abstenir. Je vous remercie. Le point 4. Contrat départemental de solidarité territoriale 2024-2028. Volet fonctionnement, il est proposé au Conseil ce soir de valider une demande de subvention de soutien au fonds multimédia images et sons pour la médiathèque
de Volès au titre de l'année 2024. Madame Leray, s'il vous plaît. Dans le cadre du contrat départemental de solidarité territoriale entre le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné, il est nécessaire de valider la programmation annuelle du volet fonctionnement pour financer les actions des fonctionnements récurrents. Toute action ou manifestation relevant de l'inclusion sociale, du bien vieillir ensemble, de l'enfance et de la jeunesse, de l'accès à la culture et du sport pour tous, de l'équilibre territorial, du développement durable et de la transition énergétique, peut être proposée au volet fonctionnement du contrat départemental avec un taux d'intervention du département plafonné à 50% du coût prévisionnel de l'action. Concernant la lecture publique, l'éligibilité des projets concerne en particulier le développement des fonds multimédia, images et sons. Il est ainsi proposé de solliciter le cofinancement du conseil départemental pour les actions suivantes: le soutien à la constitution du fonds multimédia, images et sons de la médiathèque, à hauteur de 50% des dépenses prévisionnelles qui s'élèvent à 7 000 €, soit 3 500 €. Merci beaucoup. Avez-vous des demandes de précision? Bien, je soumets donc à la validation du conseil municipal en vous invitant à valider la demande de cofinancement telle que Mme Leray vient de la présenter et à m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à cette demande? Qui est opposé? Oui, j'ai demandé. Qui souhaite s'abstenir? Très bien, donc nous validons. Le point 5. Avenant numéro 1 à une convention de mise à disposition d'une poste de stockage pour les boues de la station d'épuration de la commune. Madame Lassé. À la suite d'une erreur dans la rédaction de la convention de mise à disposition d'une poste de stockage de boue de la station d'épuration, il convient de rectifier l'article 4, prix modalité de règlement, relatif aux modalités de révision de la rémunération. Celle-ci sera revalorisée annuellement à la date d'anniversaire de la convention en fonction de l'indice des fermages de l'année en cours. Ainsi, l'article 4 sera rédigé comme suit. En échange de la mise en disposition de la poste, M. Simon percevra une rémunération de 3 000 € par an. L'indemnité sera actualisée en fonction de l'indice national de fermage de l'année en cours à chaque date anniversaire de la convention. La formule de révision de l'indemnité est la suivante: prix du fermage égale prix du fermage N-1 multiplié par 1 plus la variation de l'indice. Où N est l'année en cours évidemment et N-1 l'année précédente. Les autres articles sont inchangés. Merci. Des demandes de précision? Monsieur Ferrand. Oui, je voulais savoir si nous avions signé, enfin accepté en délibération du mois de mai dernier une convention de fermage avec Monsieur Hu. Je voulais savoir si vous aviez pu la signer le 25 mai, le lendemain du conseil municipal. Mal entendu. Nous avions signé une convention de fermage, nous avions fait une délibération de convention de fermage avec Monsieur Hu le 24 mai dernier, et vous deviez la signer le 25 mai. Je souhaitais savoir, nous souhaitions savoir où en était cette convention, si elle avait été signée. Je n'ai pas la réponse immédiatement, donc elle sera apportée. Très bien. Je reviens à cette convention proposée ce soir. Je reviens à l'avenant proposé ce soir à la convention avec M. Simon. S'il n'y a pas de questions, je la soumets au vote. En invitant le conseil municipal à valider l'avenant numéro 1 à cette convention de mise à disposition d'une poste de stockage de boue à la station d'épuration, telle que Mme Massé l'a présenté, et à m'autoriser à signer cet avenant ainsi que tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à cet avenant? Qui souhaite s'abstenir? Oui, nous sommes porteurs de nos procurations, monsieur. Comment? Nous sommes porteurs de nos procurations. Donc vous pouvez compter 5. Non, mais je rien dit d'autre. Non, non plus. Vous aviez l'air étonné, c'est ça. Je constate. Jusqu'à 3. La libération a été adoptée.
Le point 6. Groupement de commandes pour le portage de levée de réseau et schéma directeur en vue de la prise de compétences assainissement, on aurait dû rajouter collectif, par la communauté de communes. En application des lois NOTRe et Florent Fesneau, la compétence d'assainissement collectif sera transférée des communes ou syndicats de communes à la communauté de communes au plus tard le 1er janvier 2026. Un travail de mise à jour de l'état des lieux techniques et financiers des services a été lancé par la communauté de communes depuis le début de l'année 2023. Lors du COPIL dédié en date du 28 septembre 2023, il a notamment été rappelé les obligations incombant aux services d'assainissement en matière de connaissances patrimoniales, à savoir, dans le cadre de la réforme des DTD-ICT de 2012, modifiée en 2016 et 2018, les gestionnaires de réseaux non sensibles, réseaux d'assainissement collectif entre autres, devront disposer de plans géoréférencés de classe de précision A avant le 1er janvier 2026 pour les secteurs en unité urbaine et avant le 1er janvier 2032, ça ne nous concerne pas. Suite à l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015, les maîtres d'ouvrage devront disposer d'un diagnostic périodique des systèmes d'assainissement n'excédant pas 10 ans avant le 31 août 2025 pour les systèmes de plus de 20 équivalents habitants. Compte tenu de ces contraintes et de la nécessité de disposer d'une bonne connaissance du patrimoine avant de pouvoir définir le niveau de service ainsi que le mode de financement du futur service d'assainissement communautaire, il a été convenu de procéder à la réalisation d'un groupement de commandes pour réaliser ces prestations d'amélioration de la connaissance patrimoniale. C'est pourquoi les collectivités ont convenu de créer, en application de l'article L2113-6 du Code de la commande publique, un groupement de commandes. Le projet de convention est fixé à la présente note et prévoit notamment de placer un marché d'une durée ne pouvant excéder 2 ans au plus tard à la fin du marché. Le coordinateur en serait la communauté de communes et le coordinateur est notamment chargé de procéder au respect des règles prévues par le Code de commande publique à l'organisation des opérations de sélection du décontractant pour le marché visé à l'article 1er de la présente convention et pour lequel le groupement a été constitué. De signer le marché, de notifier le titulaire et l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement. De rechercher les financements et perceptions des aides pour l'ensemble des membres, suivre l'exécution du marché, refacturer les codes-parts aux membres du groupement. Une concertation sera assurée tout au long de la mission par le coordinateur et les membres du groupement. La commission d'appel d'offres sera celle du coordinateur et la répartition des charges, déduction faite des subventions attendues directement par le coordinateur, le montant total TTC restant sera réparti entre les membres du groupement et la clé de répartition du montant de ce marché est définie comme suit. Pour les opérations de levée de réseau, selon la prestation réalisée pour le système d'assainissement de chaque membre du groupement et pour le schéma directeur au prorata du nombre d'abonnés du système d'assainissement de chaque membre du groupement. Il est par ailleurs précisé que les dépenses et recettes associées à ce groupement de commandes seront affectées en section fonctionnement des budgets de la CCDMIA et des communes. Et afin de lancer ce marché dès la fin de l'année 2023, ces opérations ont d'ores et déjà été prévues budgétairement. Il conviendra que les communes prévoient également ces sommes dans leur budget annexe d'assainissement. Merci beaucoup. Demande de précision. Je soumets donc au vote du Conseil. Vu les lois NOTRe et Ferrand-Fesneau, vu la réforme DICT de 2012, modifiée en 2016 et 2018, vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif au diagnostic périodique des systèmes d'assainissement, vu l'article L2113-6 du Code de la commande publique, le Conseil municipal est invité à approuver les modalités de réalisation d'une convention de groupement de commandes pour la réalisation des levées de réseaux et de schémas directeurs des eaux usées selon des modalités énoncées précédemment avec la communauté de communes, de m'autoriser à signer la convention de groupement selon le projet annexé, tout en prévoyant bien entendu les crédits nécessaires au budget annexe assainissement. Qui ne prend pas part à ce vote?
Qui est opposé à ce groupement de commandes? Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie. Point 7. Un point financier concernant la relation avec le syndicat départemental d'énergie d'Ille-et-Vilaine. Le Dumas. syndicat départemental d'énergie SDE35 nous a sollicité par courrier, comme toutes les communes urbaines de l'Ille, pour que nous puissions contribuer à son fonctionnement à l'instar des communes rurales de moins de 2000 habitants, pour lesquelles le syndicat perçoit directement le montant de TCCFE, taxe communale sur la consommation finale d'électricité. On est une commune urbaine parce qu'on a plus de 5000 habitants, une commune de moins de 2000 est rurale. Une commune située entre 2000 et 5000, c'est une élimination par la préfecture. On est critères que je ne connais pas, mais nous on est à plus de 5000, donc la question se pose. Le SDE35 a défini 3 catégories pour les communes urbaines et propose à la ville de définir son appartenance à une de ces catégories. Catégorie A1, c'est le cas dans lequel on est à l'heure actuelle. La ville conserve l'intégralité de sa TCCFE et ne contribue pas au fonctionnement du SDE35. Elle perd le bénéfice de subventions pour la rénovation de son patrimoine d'éclairage public à compter de 2024. Et elle perd également la possibilité d'avoir accès à des services facultatifs mis en place pour le SDE35, notamment sur la rénovation d'énergie. La deuxième catégorie, A2, on reverse 10% du montant perçu au titre de la TCCFE au SDE35. Et en contrepartie, on peut bénéficier de subventions pour la rénovation du patrimoine d'éclairage public, à hauteur de 10% minimum, et un accès au service d'aide à la rénovation énergétique des bâtiments. Et donc la catégorie C, on reverserait 50% du montant perçu au titre de la TCCFE. On aurait un régime de subvention plus important, spécifique sur le patrimoine d'éclairage public sur les 40% minimum, et d'un accès au service d'aide à la rénovation énergétique des bâtiments. À titre d'information, la ville a perçu un montant de 132 027 euros au titre de la TCCFE en 2022. Donc 10% de ça, ça fait 13 000 euros. Nous devions décider d'un positionnement vis-à-vis de SDE35 pour ensuite leur notifier cette décision avant le 30 novembre 2023. La réunion organisée le 3 novembre avec M. Klaus, directeur général du SDE35, pour échanger sur les enjeux du positionnement et notamment le risque de passer sur le dessus de la pile si on. C'est pas formalisé, c'est pas écrit, mais quand même les communes urbaines qui ne contribueront pas ne sont pas favorisées par le SDE. Et donc on a décidé, la commission finance a proposé, lors de sa réunion du 7 novembre, de mettre un avis favorable à la proposition de retenir le choix A2 de conserver un niveau de service et de subvention auprès du SDE35 d'une part, et également pour affirmer le principe de solidarité territoriale sur la question de l'énergie d'autre part, solidarité avec les communes rurales qui reversent la totalité de la taxe sur l'électricité pour le fonctionnement du SDE35. Et bon, il y a des services qu'on paye quand même, hein. C'est pas gratuit pour nous, mais pour tous les services, il y a quand même des services qui sont mis en place et pour lesquels on cotise pas. Donc, en fait, on perdrait le bénéfice de ces services si on ne mettait pas un peu au pot. Et donc la proposition qui est faite au conseil municipal, c'est d'approuver le positionnement de la ville dans la catégorie A2, d'acter que le positionnement entraînera un reversement au SDE35 de 10% du montant perçu au titre de la taxe sur l'électricité à partir de 2024 et d'autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Du coup, des demandes de précision. Monsieur Danton. Oui, monsieur le maire. Monsieur Dumas nous donne un chiffre sur l'année 2022 de ce qui a été perçu au titre de la TCCFE. Ça aurait été intéressant qu'on ait une simulation sur 10 ans. Le chiffre 2022 n'a aucun sens. Ce qui serait intéressant sur un dossier comme celui-là pour qu'on puisse se positionner intelligemment, parce que là, on joue au poker.
on choisit une option qui n'est ni la plus chère ni la moins chère, on tente un coup de poker et on a bien compris qu'il y avait un geste politique à faire, puisque vous venez de nous expliquer, M. Dumas, que si on ne l'avait pas fait, notre dossier se serait retrouvé en dessous de la pile. Donc, sur un sujet aussi important que celui-là, il aurait fallu que nous puissions juger en ayant la réalité des besoins. C'est quoi les besoins sur la commune financièrement aujourd'hui pour investir sur l'éclairage public? C'est ça la première question à se poser. C'est quoi les besoins? C'est quoi les dépenses effectuées année après année pendant 10 ans pour qu'on ait un pas de temps suffisamment intéressant pour voir ce que seraient les dépenses qui ont réellement été affectées? Et ensuite, qu'on puisse décider si on prenait de ce qu'il restait à faire un choix, qui pouvait être un choix pendant 1, 2 ou 3 ans, d'être au maximum de la cotisation, pour obtenir un maximum de subventions. Là, on nous sort un chiffre 2022, on ne sait pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup par rapport aux années précédentes. Je dois avouer que je n'ai pas pris le temps d'aller chercher. Non, mais, monsieur Dumas, non, mais c'est un travail. Non, mais, oui, et d'ailleurs, il ne vous a pas échappé, monsieur Dumas, relisez le procès-verbal de la commission, que j'ai demandé, je vous ai dit que nous nous positionnerions après que j'ai eu le SDE 35 au téléphone. N'ai-je pas dit cela en réunion, monsieur Dumas? Bon, j'ai donc pris les informations nécessaires pour essayer d'éclairer ma lanterne. Et j'en arrive aujourd'hui à ne pas comprendre votre décision. Non pas qu'elle soit bonne ou mauvaise. Je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise. Je dis juste que vous prenez une décision au hasard, sans savoir du tout pourquoi vous la prenez. C'est-à-dire, en tout cas, vous ne nous exposez pas les raisons pour lesquelles vous la prenez. Donc vous prenez une décision, très bien, vous la proposez, mais on ne sait pas où elle nous emmène. Et comme on n'a pas l'historique et qu'on n'a pas le projeté, on ne sait pas ce que vous faites. Mais c'est pas grave, c'est pas clair. Vous avez les comptes administratifs des années antérieures. Mais monsieur... La taxe communale sur la consommation d'électricité figure en toutes les lettres dans ces documents. On parle d'investissement, monsieur Dumas. On parle d'investissement qu'il faudrait générer. Les comptes administratifs des années antérieures, si vous voulez avoir les éléments des dépenses faites en matière d'électricité, vous pouvez les retrouver dedans. Ce que j'essaye de vous expliquer. Et vous auriez pu demander en commission ces éléments, si vraiment c'est indispensable pour vous de les avoir. Mais là, vous avez juste dit, je vais appeler le SDE et je vais bien comprendre pourquoi est-ce que vous prenez 10%. Bon, c'était votre réponse à ce moment-là. Moi, je vais pas aller au-delà de ce que... Monsieur Dumas, la seule démonstration que vous ayez fait pendant votre intervention, c'est de nous dire que si on payait 0, notre dossier sera en dessous de la pile. C'est ça que vous avez dit et rien d'autre. Je trouve que l'argumentaire est un peu faible. J'ai dit qu'on perdrait le bénéfice du service de rénovation énergétique qui a été mis en place, qu'on baisserait le niveau de nos subventions et les évaluations qui ont été faites par le service finance ont montré que ce n'était pas intéressant de passer à 50% compte tenu des projets qui ne vont pas être si importants en matière d'éclairage public. D'accord. Sur les Vous l'affirmez, mais vous ne le démontrez pas. Je regrette que vous ne le démontriez pas. Donc pour nous, la création simple, on ne comprend pas très bien votre argumentaire. Est-il d'autres demandes de précision? Je mets donc en vote le conseil municipal en invitant le conseil à valider le positionnement de la ville dans la catégorie A2, d'acter que ce positionnement entraînera un versement au SDE 35 de 10% du montant perçu au titre de la TCCFE à partir de l'année 2024 et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Validé à l'unanimité des suffrages exprimés. Le point 8, assainissement collectif, tarif de la redevance 2024. Pardonnez-moi, monsieur le maire. Pardon? Pardonnez-moi, je voudrais revenir une seconde sur ce que vous venez de dire. L'abstention est un suffrage exprimé dans un conseil municipal. Donc vous ne pouvez pas dire que la délibération qui vient d'être adoptée à la majorité absolue, et personne ne le conteste, l'a été de façon unanime. Ça n'est pas vrai. La réalité, c'est que l'abstention en conseil municipal est un vote. Nous nous sommes exprimés. Une non-participation au vote vous aurait permis, monsieur le maire, de dire que la délibération avait été approuvée. Mais vous jouez avec ça depuis le début du mandat et vous savez pertinemment que vous avez tort. Mais c'est comme sur monsieur U, monsieur le maire. Mentir en conseil municipal n'est pas une belle chose. Et vous nous avez menti sur monsieur U il y a 2 minutes.
Comment ça, j'ai pas répondu à la question en disant que la réponse sera apportée ultérieurement. Que vous ne l'aviez pas, monsieur le maire, la réponse. Mais vous la connaissez particulièrement. Et si vous ne connaissez pas la réponse, posez la question à votre voisine de gauche qui vous la donnera. Elle en connaît parfaitement les tenants et les aboutissants. Bien. Je propose de poursuivre sur le point 8. Tarif de la redevance 2024, assainissement collectif. Monsieur Dumas. Le service public d'assainissement collectif donné à la perception d'une redevance qui comprend une part variable et le cas échéant une part fixe. C'est le terme. La part variable est déterminée en fonction de l'utilisation par l'usager sur le réseau public de distribution et sur toute ressource dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. La part fixe est calculée pour couvrir toute une partie de ces ressources du service d'assainissement. L'application de l'arrêté interministériel de 6 août 2007 relatif à la définition de la modalité de calcul du plafond de la part de la fraction d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé, le montant maximal de cet abonnement ne peut dépasser par logement desservi pour une durée de 12 mois 30% du coût du service pour une consommation sans solde. La collectivité a engagé son projet d'aménagement d'une station d'épuration en corrélation avec l'augmentation du nombre d'abonnés. Elle va engager des travaux afin d'augmenter la charge organique maximum à 10 700 équivalents habitants. Le coût des charges fixes va également être impacté par cette extension. Le tarif actuel est fixé à 1,70 € par mètre cube consommé, avec une part fixe de 25 € annuels par abonnement. Pour couvrir les investissements et l'emprunt qui sera réalisé pour la réalisation le remboursement de l'emprunt réalisé pour la réalisation, il est proposé de réviser les tarifs en poursuivant l'augmentation progressive portant le tarif de la redevance assainissement à 2,20 € par mètre cube et de maintenir une part fixe en légère augmentation à 30 € annuels par abonnement. La commission finance réunie de cette zone 2023 a mis un avis favorable sur cette question. Il n'y avait pas unanimité. Le conseil municipal est invité à modifier le tarif de la redevance assainissement collectif 2024 à 2,20 € par mètre cube d'eau consommée et de porter la part fixe à 30 € par abonnement. Et invité également monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. En de précision. Je vais donc au vote du Conseil. Et j'invite donc le Conseil à modifier le tarif de la redevance assainissement collective 2024 à 2,20 € par mètre cube d'eau consommée, de porter la part fixe à 30 € par abonnement et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à cette proposition? Excusez-moi. Ok, donc c'est validé. Pardon, qui souhaite s'abstenir? Oui, ça y est. Donc c'est validé. C'était ça. Le point 9, budget principal, modification des autorisations de programme et des crédits de paiement. Sur l'opération de l'équipement municipal. On rappelle au Conseil que le plan pluriannuel d'investissement de la ville comporte des autorisations de programme appelées sur le budget principal pour les opérations de construction d'une salle multifonction et l'aménagement d'un mail et d'une gare routière au centre. Il convient de modifier les crédits de paiement sur ces deux autorisations de programme afin d'inscrire les crédits de paiement en 2024 pour solder les opérations. Il restera quelques factures à payer en 2024 et pouvoir disposer de montants. Il est précisé que la vérification ne concerne pas les montants globaux de ces autorisations de programme qui restent inchangés, c'est juste un décalage de montant des autorisations. Et donc, on passerait le total ne change pas, et donc on passera de 2005 en 2023, il reste c'est 100 000 € en 2024 pour l'équipement multifonction et 120 000 € pour les mails en 2024. La commission finance réunie le 7 novembre a mis un avis favorable à la révision de ces autorisations du programme. Et le conseil municipal est autorisé à approuver la modification.
Merci. Merci. Je propose qu'on prenne des questions s'il y en a. Monsieur Margot. Alors, Monsieur le maire, le 19 mars 2019, nous vous avions adressé un courrier auquel d'ailleurs vous n'avez jamais répondu, mais là n'est pas la question. Dans ce courrier, nous faisions part d'un certain nombre de remarques sur la salle, je ne vais pas y revenir, puisque vous ne les avez pas prises en considération. Mais nous vous posions la question de savoir combien allait coûter cet équipement. Vous ne nous aviez pas répondu, mais vous avez répondu aux Meulésiens. Dans le magazine de mars 2018, vous aviez annoncé 3 400 000 euros. À vos vœux de l'année 2019, les chiffres étaient passés à 4 millions, pardonnez-moi, non, pour le budget municipal, à 3 millions 4. Les 4 millions 6 lors de vos vœux, on avait déjà pris 1 million 2, et les 6 millions qui furent ensuite inscrits au budget de notre commune et qui sont relatés dans le numéro 41 du Meulès Magazine que vous avez largement diffusé. Ce soir, M. Dumas nous explique que le budget alloué à l'équipement multifonction sera de 7 121 367 euros et 29 centimes, et le budget du Champ-Courtin sera de 1 397 000 euros, 397 617 euros et 61 centimes. Un total de 8 518 984 euros et 90 centimes. 8 518 984 90. Ne m'objectez pas, Monsieur Dumas, que c'est hors taxe ou TTC, puisque si le calcul, et vous êtes capable de le faire de tête, ne serait-ce que sur le hors taxe, on serait à 7 millions, c'est-à-dire 2 fois le coût de l'opération, tel que vous l'aviez annoncé aux Meulésiens en 2018. Et ne venez pas me dire, Monsieur Dumas, qu'il y a eu au passage l'inflation, l'inflation et la période Covid, puisque dans le même temps, l'équipement de Saint-Aubin-d'Aubigné, dont nous avions annoncé le montant dans ce petit document qui a été diffusé et que vous avez la veille de votre élection contesté dans un tract, dit la stricte vérité. La commune de Saint-Aubin, pendant que nous dépensons 8 518 000 euros 984 et 90 centimes, elle a dépensé 2 917 000 et reçu 1 800 000 euros de subventions. Mettre en confrontation des chiffres, et vous avez l'habitude de le faire, M. Margot, sans expliciter le contour même de ce que représentent ces chiffres, conduit forcément à des raccourcis, dont vous êtes un spécialiste, et qui permet de mélanger les choses et de ne rien dire qui tienne vraiment la route. Voilà. Ce n'est jamais étayé, ce n'est jamais précisé de manière claire, et donc forcément, c'est facile à faire, ce que vous faites. Voilà. Rien d'autre à dire. Moi, je peux peut-être ajouter quelque chose. Si vous Alors. Les chiffres de 7 121 etc., 1 397, on les a déjà votés au mois de mars. C'est pas une nouveauté pour vous, ces chiffres-là. Dans le tableau qui vous est fourni, la seule nouveauté, c'est d'avoir décalé une partie des paiements sur l'année 2024, mais le montant global était annoncé, connu déjà au mois de mars quand on a voté le budget. Vous avez redemandé la parole. Oui, monsieur, je ne crois pas avoir dit dans mon intervention, Monsieur Dumas, que les chiffres qui nous étaient présentés ce soir étaient différents. Mais vous l'annonciez. Je veux juste rappeler aux Meulésiens, et c'est l'occasion de le faire dans cette salle, la somme de 8 518 984 euros 90. Je vais la répéter tellement souvent jusqu'à la fin de la mandature que tout le monde dans cette salle en connaîtra le montant exact par cœur. Vous allez en rêver, Monsieur Dumas, de ces 8 518 984 euros et 90 centimes. Par rapport à la satisfaction des usagers, je pense qu'on peut aussi dire que les usagers sont satisfaits de cette nouvelle salle. Donc, c'est un motif de satisfaction. Bien. Quant à la salle de Saint-Aubin, ce n'est pas du tout
tout le même équipement, mais vous le savez très bien. Oui, vous le savez très bien. Ça fait partie des raccourcis que vous adorez faire. Je peux mettre, a-t-il d'autres de précision? Je propose donc au Conseil d'approuver les modifications des autorisations de programme telles que M. Dumas vient de les présenter, de m'autoriser à engager les dépenses des opérations à hauteur des autorisations de programme et mandater les dépenses afférentes, préciser que les crédits de paiement non consommés seront reportés au crédit de paiement d'exercice suivant sans nouvelle délibération, et préciser que les crédits de paiement seront inscrits au budget principal de l'exercice concerné. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à ceci? Qui souhaite s'abstenir? Donc nous le validons. Le point 10, budget principal et budget assainissement collectif, autorisation d'engagement, de liquidation, de mandatement des dépenses avant le vote du budget primitif 2024. Monsieur Dumas. Donc là, c'est un vote qu'on réalise tous les ans à la même période pour nous permettre d'engager des dépenses en investissement avant le vote du budget 2024. On s'autorise à engager une partie des dépenses dans la limite de 25% des montants qui étaient inscrits sur le budget de l'année en cours. Je vais rappeler au conseil municipal que l'article L16 du Code général des collectivités territoriales précise que dans le cas où le budget d'une collectivité n'a pas été voté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, M. le maire est en droit, jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement, d'investissement, pardon, et de fonctionnement à l'une de celles inscrites dans l'investissement. Concernant les dépenses d'investissement, elles ne peuvent être réalisées qu'après le vote pour permettre au service de disposer de crédits d'investissement disponibles dès le 1er janvier 2024 et aussi d'améliorer le taux de réalisation du budget, de réduire le délai global de paiement des factures et jusqu'à l'adoption du budget. M. le maire peut, sur l'autorisation du conseil municipal, engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement à la limite de 25% des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris dans le crédit afférent au remboursement de la dette ou les dépenses incluses dans une autorisation de programme et de l'exercice N-1. En conséquence, il est proposé d'autoriser M. le maire à engager les dépenses d'investissement avant le vote du budget de 2024 pour le budget suivant dans les limites indiquées ci-après. Donc 175 000 € en opération non affectée, 70 000 € mairie atelier municipaux, 35 000 € salle polyvalente, 5 000 € restaurant municipal, 40 000 € école maternelle, 35 000 € école élémentaire, 8 000 salle sport numéro 2, stade d'installation sportive 15 000 €, local espace de 8 000 €, salle sport numéro 1 3 000, église 2 000, CLSH en France 2 000, bibliothèque 2500, budget participatif 6 250, nouveau groupe scolaire 11 000, cuisine centrale 8 000, voirie réseau et autres aménagements 110 000. En ce qui concerne le budget assainissement collectif, pour les travaux de réseau, on peut ouvrir à hauteur de 100 000. La commission finance réunie le 7 novembre a mis un avis favorable sur cette question et le conseil municipal est invité à autoriser M. Dumont. Enfin, si vous avez d'abord des questions. Merci. Avez-vous des demandes de précision? Donc, je propose au conseil municipal de valider cette autorisation au maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2024 pour le budget principal et le budget assainissement collectif dans les limites précisées dans les tableaux ci-dessus et que M. Dumas vient de nous présenter. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à ceci? Qui souhaite s'abstenir? L'abstention. Donc nous le validons. Le point 11, les tarifs municipaux pour l'année 2024. M. Dumas. La commission finance réunie le 7 novembre, vous allez finir par savoir, a proposé au conseil municipal de délibérer sur une revalorisation des tarifs municipaux et des tarifs de location de salles communales pour l'année 2024, comme indiqué sur le tableau que vous aviez dans votre dossier de conseil municipal. Les tarifs seraient applicables à compter du 1er janvier 2024. Et donc là, il y a une précision importante, une modification. Il est précisé que les services de la ville ne demanderont plus de chèques de caution ou réservataire. En cas de dégradation ou de perte, un titre à hauteur du montant des dommages sera directement émis après les pavillons de sortie. Ce dispositif
fait demander des cautions avant que ce soit. Donc, on s'ajuste sur la réglementation en la matière. Les tarifs ont été révisés du montant correspondant à l'inflation sur l'année, en faisant bien attention à conserver sur la durée l'augmentation qui correspond effectivement, parce que quand on réajuste, on le vend un petit peu, on se fait de ne pas avoir de dérive. Et puis également en conservant des tarifs à peu près arrondis qui limitent les problèmes de trésorerie à l'accueil, les tarifs à 23 centimes, c'est compliqué à gérer pour les agents. Donc on essaie de à chaque fois conserver la réalité vis-à-vis de l'augmentation des prix. Donc c'est pas bien, c'est l'augmentation. Et qui reste applicable. Merci. Des demandes de précision. M. Margot. Oui, monsieur le maire, monsieur Dumas a raison. Je n'avais effectivement fait aucune demande de complément d'information sur la délibération numéro 9, sur la délibération numéro 8. En revanche, sur cette délibération, monsieur Dumas, j'ai en commission des finances fait un certain nombre de demandes. Je suis toujours en attente des réponses à ces questions qui ne sont pas parvenues. Les demandes portaient sur les montants et le nombre de locations. Les éléments n'ont pas encore été rassemblés par les services. On a bien noté que vous l'aviez demandé. D'ailleurs, il faut rappeler dans le compte rendu de la commission qu'elle vous ait envoyé cette liste. Ah, mais moi, je sais ce qui est écrit dans le rapport, je l'ai lu, mais entendu, mais c'est pas la question. La question n'est pas de savoir si c'est écrit que vous allez me les donner. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne les a pas avant la séance du conseil municipal? On ne va pas se plaindre, il y a une commission des finances qui se réunit. C'est déjà bien, et je vous en remercie. Non, vous les aurez. Un jour, peut-être. Y a-t-il d'autres demandes de précision? Bien, j'invite donc. Je propose donc au conseil municipal de valider des propositions émises pour les tarifs municipaux pour l'année à partir de janvier 2024, pour l'année 2024, et d'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Des abstentions? Nous le validons. Le point 12, domaine finance, marché de Noël 2023, modification de la régie de recettes. Dans le cadre du marché de Noël 2023, le conseil municipal a instauré un tarif de 10 € le mètre linéaire à destination des participants au marché de Noël par délibération numéro 2023 37 094. La commission développement économique du 13 juin 2023 avait émis un avis favorable à l'unanimité des membres présents sur cette proposition. Il était précisé dans la délibération que le paiement serait effectué le jour du marché avec la régie du marché hebdomadaire. Et là, c'était erreur technique. Donc, par souci de simplification de gestion, compte tenu notamment du montant maximum d'encaisse de la régie marché qui est faible, il sera proposé au conseil municipal que les paiements ne soient pas appliqués sur la régie marché, mais sur la régie de manifestation. Le tarif n'est pas modifié, c'est juste qu'on change La régie. qui va s'en occuper. C'est un ajustement technique, et donc ça remplace le dispositif antérieur. Merci. Je pense que c'est clair. Je peux soumettre au vote. Et j'invite donc le conseil municipal à approuver cette proposition de modification de la gestion des paiements pour le marché de Noël sur la régie, sur le compte de la régie manifestation. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à ceci? Qui souhaite s'abstenir? Validé. Le point 13, contrat d'assurance des risques statutaires du personnel, adhésion au contrat groupe du centre de gestion d'Ille-et-Vilaine. Je passe le début de la présentation de ce point et je rappelle au conseil municipal que l'opportunité pour la ville de pouvoir souscrire un contrat d'assurance des risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l'application des textes régissant le statut de ces agents, que le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine peut souscrire un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques, que la ville adhère au contrat groupe en cours dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2023
et que compte tenu des avantages d'une consultation groupée effectuée par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine, il est proposé d'adhérer au nouveau contrat groupe d'assurance des risques statutaires mis en place par le CDG 35. Les conditions du contrat d'assurance des risques statutaires sont les suivantes. Durée du contrat, 4 ans, à compter du 1er janvier 2024. Préavis, contrat résiliable chaque année sous réserve de l'observation d'un préavis de 6 mois. Le régime, capitalisation, couverture des indemnités journalières jusqu'à la retraite des agents et des frais médicaux. Les agents concernés, les agents titulaires ou stagiaires et CNRACL. Les risques garantis. Risque d'essai pour un taux de 0,23%. Les accidents du travail avec remboursement des indemnités journalières à hauteur de 90% à un taux de 2,22%. La longue maladie, maladie de longue durée, remboursement des indemnités journalières à hauteur de 90% pour un taux de 1,17%. Maternité, remboursement des indemnités journalières à hauteur de 90% à un taux de 0,70%. Maladie ordinaire avec franchise de 30 jours par arrêt, remboursement des indemnités journalières à hauteur de 90%. Et pour ce risque, le taux est de 2,02%. Voilà ce qui est proposé de retenir, voilà ce que je propose au conseil municipal de retenir pour ce contrat d'assurance des risques statutaires du personnel en adhérant au contrat groupe du centre de gestion d'Ille-et-Vilaine. Avez-vous des demandes de précision? Monsieur Marot. Oui, monsieur le maire, vous nous donnez un certain nombre de taux, enfin vous nous donnez des taux, mais vous ne nous donnez pas la base de référence de calcul. Donc la base de référence, c'est quoi? Monsieur Sanson va vous préciser tout de suite. On vous laisse le temps de chercher. Alors, Base de référence. la base de référence. Mais s'il vous plaît, Non, mais pour préciser ma question, il ne s'agit pas de piéger quiconque. Si M. Sanson n'a pas la réponse sous les pieds, alors, ok, la question est trop compliquée pour vous, monsieur le maire? Si, développez votre. Non, la question est de savoir si on prend comme taux, comme base de référence, on prend le salaire intégral de l'agent, on prend son salaire proraté de son temps partiel, on intègre ou on n'intègre pas ses primes. C'est très technique, j'en conviens, mais la question est intéressante. Un agent à 50%, est-ce que la base de référence, c'est sa rémunération réelle ou sa rémunération putative? En cas de décès, ça peut varier de façon conséquente pour une famille. Sur la base de la rémunération réelle, c'est bien sur la base de la rémunération réelle de chaque agent. Okay. Pardon, Madame Marzama, on ne vous entend pas. Monsieur le maire, la réponse, vous ne l'avez pas, vous me la transmettrez avec les tarifs municipaux. Elle sera transmise dans l'ensemble des conseillers municipaux. Très bien. D'autres questions? J'invite donc le conseil municipal à m'autoriser à signer le ou les contrats d'assurance des risques statutaires attribués au cabinet Rillians et à la compagnie CNP pour les actes y afférents selon les conditions que je viens de présenter et qui sont dans cette note de synthèse. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à ceci? Qui souhaite s'abstenir? Nous le validons. Le point 14 du coup, dans l'ordre du jour, proposition d'une motion de soutien aux EHPAD en danger. Face aux difficultés financières grandissantes des EHPAD publics et privés associatifs, des résidences autonomie, des services d'aide à domicile, plusieurs élus municipaux d'Ille-et-Vilaine, présidents de conseil d'administration d'EHPAD, privés associatifs, résidences autonomie, services d'aide à domicile se sont réunis pour une première fois à Bru le 4 octobre dernier. Tels qu'ont pu le faire les élus des Côtes d'Armor, du Finistère et du Morbihan, en présence également des directeurs et directrices de leur établissement et services. Tous partagent le même constat alarmant. Les élus responsables d'EHPAD sur leur territoire appellent l'ensemble des élus, conseillers municipaux et conseillers communautaires d'Ille-et-Vilaine à les soutenir en adoptant la motion ci-dessous pour la prise en charge de la dépendance, le soin et l'accompagnement porté à nos anciens dans notre département. Le texte de la motion. Le 4 octobre 2023, réunis à Bru, les maires, présidents de CCAS, on pourrait rajouter de SIAS, élus, les présidents de conseil d'administration d'EHPAD, privés et associatifs,
Les directeurs des établissements, résidence autonomie et services d'aide à domicile ont tour à tour fait part de leurs difficultés financières dues à des financements insuffisants des autorités de tutelle, mais également leurs difficultés croissantes de recrutement et l'épuisement des personnels. À cela s'ajoute l'inflation, l'augmentation du coût des matières premières et des prestations, ainsi que des factures d'énergie exorbitantes. En s'appuyant sur les résultats de l'enquête nationale menée par la FNADEPA en mai 2023 et les situations respectives des EHPAD présents, les réserves financières ne sont plus que de quelques mois, voire 1 à 2 ans dans les meilleurs cas. Les élus réagissent au report continuel d'une loi sur le grand âge sans cesse repoussée, aux réponses des autorités de tutelle quand il est demandé aux établissements de ne plus remplacer le personnel malade pour faire des économies, aux dépenses instaurées par l'État, les accords de Ségur, la prime grand âge, la revalorisation du point d'indice, essentiels pour nos personnels, mais qui ne sont pas compensés intégralement par les dotations. La charge supportée par les établissements est de plus en plus lourde. Aux charges complémentaires liées aux frais relatifs, aux périodes de préparation au reclassement ou aux allocations de retour à l'emploi, et délais de carence de 10 jours pour les arrêts maladie, dès lors que nous remplaçons le personnel dès le premier jour qui sont financés par les établissements, au fait de faire supporter aux familles des charges non financées induisant des coûts de loyer plus importants. Les élus dénoncent les réponses de l'État via l'Agence régionale de santé. Mutualisation ou fusion, cette alternative ne répond pas à la problématique actuelle et ne permet pas de générer des économies. Le non-remplacement des personnels malades. Les élus s'offusquent de cette réponse qui mettrait en difficulté nos résidents et nos personnels. La qualité de l'accompagnement serait sérieusement dégradée. L'attribution de crédits non reconductibles qui ne garantit en rien l'équilibre budgétaire ni la pérennité d'un bon fonctionnement des établissements. Les élus locaux s'associent à l'ensemble des élus mobilisés pour présenter une motion de soutien aux EHPAD, résidences autonomes et services de l'ensemble des communes de la région Bretagne, être associés au travail avec le ministère de la Santé et le ministère de la Fonction publique, ministre délégué aux collectivités territoriales, accompagné des directions d'établissement, s'associer à une mission de conseil quant au recours juridique possible avec nos communes vis-à-vis de l'État. Nous ne faisons pas les lois, bien souvent nous les faisons appliquer. Nous ne faisons pas les lois, bien souvent, mais nous les faisons appliquer. Nous demandons aujourd'hui à l'État de bien vouloir nous entendre. Nous, élus locaux, sommes fondés à faire des propositions pour la loi grand âge. Voilà la motion que je propose au conseil municipal de valider, qu'elle puisse être transmise vers le regroupement de l'ensemble de ces motions pour remise au ministre concerné. Monsieur Ferrand. Je voudrais lire le communiqué de presse de la Fédération hospitalière de France qui a été émis le 17 novembre dernier, il y a une semaine. La stratégie interministérielle consacrée au bien vieillir a été présentée ce matin par Madame Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles. Cette présentation a donné lieu à 2 annonces fortes que la FHF demandait depuis plusieurs mois. Ainsi, la FHF tient à saluer la rédaction d'un protocole pluriannuel commun entre le gouvernement et les fédérations d'employeurs, dont la FHF est à l'initiative avec le gouvernement. Ce protocole d'accord doit permettre d'accompagner les établissements et services médico-sociaux pour la création de 50 000 emplois en EHPAD à échéance 2030, à travers notamment de la visibilité sur les financements. Cet engagement était indispensable pour adapter l'appareil de formation, planifier l'accompagnement des professionnels en poste vers de nouvelles qualifications et donner la possibilité d'anticiper de nouveaux recrutements. L'engagement du gouvernement à élaborer une loi de programmation sur le grand âge, conformément aux souhaits exprimés à l'unanimité par l'Assemblée nationale lors de l'examen de la proposition de loi Bien vieillir, dont la FHF faisait une priorité pour bâtir une véritable société de la longévité. Cette loi de programmation doit notamment permettre de traduire les engagements adoptés dans le cadre du protocole pluriannuel commun. La feuille de route ouvre aussi de nombreux chantiers au-delà du seul champ médico-social, nécessaires pour orienter et adapter les politiques publiques au vieillissement de la population, parmi lesquelles la facilitation de l'aménagement des logements, l'instauration d'un droit de visite opposable en EHPAD, la mise en place d'un nouveau circuit de signalement unique des maltraitances en établissement et à domicile, etc.
Néanmoins, la FHF rappelle que la condition nécessaire pour mettre en œuvre les objectifs de cette feuille de route est la préservation et le renforcement d'un service public du grand âge de qualité. Cela passe notamment par deux enjeux budgétaires urgents. Régler rapidement la situation de crise financière que traversent les établissements en réajustant leurs ressources pour tenir compte du niveau d'inflation depuis 2 ans et compenser intégralement les revalorisations salariales intervenues. Cela implique nécessairement d'abonder le fonds d'urgence et de soutien exceptionnel aux ESMS de 200 millions d'euros supplémentaires, au-delà des 100 millions d'euros annoncés l'été dernier. Intégrer dans la programmation pluriannuelle la poursuite d'un plan d'aide à l'investissement pour prolonger l'effort d'investissement du Ségur de la santé, indispensable à la transformation du secteur. Ce plan a fait l'objet d'une demande unanime des parties prenantes du Conseil de la CNCA du 3 octobre 2023. Pour la FHF, il n'existe pas d'obstacle à la mise en œuvre de ces orientations à court terme, dans la mesure où la branche autonomie est présentée dans le PLFSS pour 2024, avec un excédent évalué par les pouvoirs publics à 1,3 milliard d'euros pour 2024. De même, la reprise de la discussion de la proposition de loi Bien vieillir le 20 novembre à l'Assemblée nationale devra être l'occasion d'avancer sur plusieurs dispositions essentielles pour le secteur public, dont l'harmonisation des règles d'exonération de cotisations sociales. La FHF souhaite que les travaux nécessaires à la mise en œuvre du protocole pluriannuel commun aboutissent au plus vite. Pour Arnaud Robinet, président de la FHF. Bien. Comment vous l'avez lu, en complément à ce que j'ai moi-même proposé ou en opposition à ce que j'ai proposé? En complément. En complément. En complément. La précision est utile. Puisqu'effectivement, vous avez fait la motion que vous présentez date du 4 octobre, la ministre l'a présentée le 31 octobre et la FHF fait un communiqué de presse le 17 novembre. Nous sommes aujourd'hui le 22 novembre et la loi commence à être... Que des dispositions doivent prendre à court terme. Vous l'avez lu? Oui. Tout le monde l'a entendu. Aujourd'hui, la situation de très nombreuses EHPAD, elle est critique financièrement. Critique. Aujourd'hui, la situation des personnels en EHPAD est critique également. Critique. Alors l'engagement sur la création d'emplois à l'horizon 2050, très bien. 2030. 50 000 à l'horizon 2030. C'est très bien. Mais aujourd'hui, c'est dans le quotidien que c'est demain. C'est aujourd'hui que les situations Massé, si vous voulez sont critiques et doivent être traitées. M. Marbeau. Je vais vous épargner la lettre de la ministre sur le sujet. Monsieur le maire. Pardon, monsieur Loret. Non, mais on est... La motion que vous avez lue, monsieur le maire, elle date d'il y a 1 mois et demi. Et heureusement, dans ce pays, en 1 mois et demi, il se passe un certain nombre de choses. Si vous aviez assisté à la séance de l'Assemblée nationale du 20 novembre dernier, vous sauriez ce qu'a été le contenu des différents débats. Les décisions qui ont été prises peuvent ne pas vous satisfaire à 100%, mais la motion que vous avez lue laisse à penser que rien n'a été fait et qu'aucune prise en considération n'a été faite. Or, les parlementaires, et en particulier les parlementaires bretons, avaient saisi bien avant la date du 3 octobre et du vote de cette de l'adoption de cette fameuse mention, avaient saisi la ministre en charge du dossier sur ces sujets très particuliers que sont les problématiques de personnel. Et Madame Massé, sachez que dans ces établissements comme à l'hôpital, le problème n'est pas la création de postes. Les postes existent. On n'arrive pas à les pourvoir, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et là, il incombe peut-être un certain nombre de responsabilités aux collectivités. On ne va pas, Madame Barzin, je ne rentrerai pas en débat ce soir avec vous sur ce sujet, parce que ça n'est pas, me semble-t-il, l'objet. Mais si le maire le souhaite, je suis prêt à tenir le débat toute la soirée. Non, je dis juste... Mais Madame Massé, vous avez dit il faut du personnel. Alors, justement, si vous aviez lu la lettre de la ministre, qui a rajouté 100 millions d'euros au budget pour justement compenser au-delà des 200 millions qui ont été accordés, aujourd'hui, le problème des EHPAD, comme le problème des hôpitaux, n'est pas un problème financier. Si. Non, monsieur le maire, mais non, ça n'est pas un problème financier. Aujourd'hui, monsieur le maire, les accords salariaux qui étaient nécessaires n'ont pas été en totalité compensés mais si, par l'État. Non, monsieur le maire, on a aujourd'hui un engagement qui a été pris par l'État de compenser à 100% le Ségur 1 et le Ségur 2. Oui. Non mais, monsieur le maire, on peut... Oui, mais, monsieur le maire, c'est un autre sujet, il est temps que ça arrive, c'est un point politique.
Je sais pas C'est ce que vous dites. Non, mais, C'est ce que vous dites. oui, mais C'est moi, ce je que n'ai vous pas dites. d'état d'âme, je fais de la politique, j'ai pas de problème avec ça. C'est ce que vous dites. Vous avez un problème avec ça, mais moi, j'ai pas de problème. Donc, vous avez une position qui est politique. Vous nous lisez ce soir une motion qui est dépassée depuis 1 mois et demi. Nous avons apporté avec la lecture du... Écoutez, monsieur Marot, Non, mais monsieur la Ferrand, fonction, vous n'êtes pas obligé la de voter, fédération, hein. monsieur le maire, Vous n'êtes la pas obligé de fédération voter. hospitalière de France, c'est pas n'importe quelle institution, La FNADEPA non d'accord, plus. dit très clairement qu'elle a été entendue. On peut au moins comprendre ça. En tout cas, pour finir sur la conclusion qui sera la nôtre, nous ne participerons pas au vote j'ai de bien cette compris. motion. Vous êtes C'est-à-dire que d'accord. nous ne participerons pas au vote. Nous ne participerons pas au vote de cette motion. Oui, monsieur Maury. Oui, on va passer à l'Assemblée nationale aux élus locaux. Je trouve que cette mention, alors après tout débat politique, et on peut l'entendre, eh bien je trouve que c'est dommage de dévaloriser cette proposition où les élus de terrain, de proximité, s'expriment et portent une attention particulière. Je trouve dommage, mais ça c'est votre choix, je trouve dommage. Alors l'Assemblée nationale, les ministres, etc., on est d'accord. Il y a 2 temporalités, il y a des situations d'urgence, et il y a ce qui est normal et ce qu'on peut attendre de ministres et d'un gouvernement de faire des projections et d'être dans l'anticipation. Moi je trouve simplement dommage que cette motion-là puisse faire débat, alors que c'est une occasion pour nous, les élus locaux, pas suffisamment entendus, de pouvoir être entendus et de montrer tout l'intérêt qu'on porte à une situation qui parfois peut être dramatique dans les EHPAD. Monsieur Margot, je croyais que vous aviez conduit avant. Non, parce que M. Maury, mais vous ne pouvez pas dire, M. Maury, les élus locaux, tous les élus locaux. Savez-vous combien de communes... Non, mais attendez, si c'est intéressant. Savez-vous combien de communes en Ille-et-Vilaine ont adopté cette motion? 49. Combien y a-t-il de communes en Ille-et-Vilaine? 333. Savez-vous, à l'échelle de la région Bretagne, combien de communes ont adopté cette motion? 128. Pardonnez-moi, je n'ai pas en tête le chiffre du nombre de communes en Bretagne, mais on peut estimer à environ 1500. Donc ça veut dire que vous êtes en train de faire croire aux Meulésiens que vous voulez adopter une motion qui est unanimement reconnue par tous les élus locaux. Non, non seulement elle n'est pas unanimement reconnue par tous les élus locaux, mais loin s'en faut, elle n'a été adoptée que par une infime minorité. Voilà. Vous avez une méthode qui est de lire des proclamations qui ne servent strictement à rien, quand d'autres agissent auprès des ministres pour faire évoluer les choses. Pardon. Monsieur Maury. On est rassurés. Juste, monsieur le maire, c'est incroyable. Monsieur Maury. Simplement, monsieur Margot, Monsieur Maury, ma capacité à m'émouvoir. Monsieur Margot, et la correction. Vous n'allez pas nous faire le sketch. Non, mais s'il vous plaît, monsieur Maury s'exprime. Ma capacité à m'émouvoir ne se mesure en aucun cas à l'aune du nombre de signatures. Monsieur Ferrand. Je voulais juste revenir effectivement sur le terme de temporalité dont parlait M. Maury. Effectivement, vous nous présentez cette motion-là ce soir, nous sommes le 22 novembre. Depuis le 4 octobre, il s'est passé effectivement beaucoup de choses. C'est juste par rapport à cela que... Non, mais Monsieur Ferrand, c'est juste par rapport à cela. je vous ai entendu répondre à mon interrogation. Vous m'avez dit que c'était complémentaire. Exactement, c'est Je pour ça. serai très attentif à votre vote. C'est Je l'ai dit. complémentaire. on vous a donné notre position, On a monsieur le donné maire. notre On ne position. participera pas au vote. Monsieur Ferrand m'a bien répondu que c'était complémentaire. C'est complémentaire, mais... Eh bien, je serai très attentif, nous serons tous très attentifs à votre vote. Tout simplement. On fait un plan large. On fait un plan large peut-être. Il n'y aura pas de vote. Pour monsieur Leray. Tiens, je propose le vote de cette motion en soutien à tous les élus qui ont en responsabilité la gestion d'EHPAD et à tous les personnels qui ont en responsabilité la gestion des EHPAD et qui œuvrent au quotidien au service des aînés dans ces établissements. Et je propose que ce soit voté à main levée cette motion. Qui est pour? Qui est contre? Et voilà. Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Très bien, c'est très clair. C'est très clair. Je ne peux pas, Mais parce qu'il y a on du n'a public aucun, derrière. madame, Je n'ai aucun état d'âme pour Ça, c'est expliquer entendu. très sereinement aux Meulésiens les raisons pour lesquelles nous n'avons pas participé à ce vote. Parce que vous connaissez Si pas ça avait les situations été, des EHPAD. monsieur le maire, pas à moi, monsieur le maire, pas à Si, moi, si, à vous. pas à moi, monsieur Si, le si. maire, monsieur le maire, ayez l'amabilité et la gentillesse de relire un jour mon CV et ne me dites pas que vous ne savez pas ce que je sais qu'un EHPAD.
Mais oui, mais vous l'avez jamais lu, monsieur le maire. Je vais vous le renvoyer parce que vous ne le connaissez pas. C'est dommage. Je n'y connais rien. Monsieur Maury, combien de temps dans ma vie ai-je passé au cabinet du ministre de la Santé? Non mais c'est ça la question que vous devriez vous poser. Combien de temps dans ma vie ai-je été administrateur d'un EHPAD, monsieur Maury? Combien de temps? 10 fois plus longtemps probablement que vous, monsieur Maury. Bah oui, mais pendant 15 ans j'ai été administrateur d'un EHPAD. Vous ne l'avez jamais été. Donc, monsieur Maury, vous parlez d'un sujet. Vous n'avez jamais été administrateur d'aucun EHPAD dans votre vie. Je l'ai été pendant 15 ans. Ne venez pas me faire de leçons. Mais ça fait rire les uns et les autres. L'incompétence, ça ne se démontre pas. La compétence, ça se démontre. La compétence, ça se démontre. Non, l'incompétence ne se démontre pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant qu'administrateur d'EHPAD public sur le territoire du Val-d'Ille-Guigné, l'argent dont vous parlez, qu'il y en a plein, etc., eh ben, Ai-je dit cela, monsieur le maire? Oui, vous avez dit ça. J'ai pas dit qu'il y avait de l'argent, qu'il y en avait plein et qu'il était là. J'ai pas dit ça. J'ai moi pour habitude d'avoir un principe simple. Quand un ministre de la République affirme un certain nombre de choses devant l'Assemblée nationale, comme quand un maire affirme un certain nombre de choses devant un conseil municipal, j'ai tendance à penser qu'il a raison et qu'il dit la vérité. On est parfois démenti, monsieur le maire. On est parfois démenti. On est malheureux. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je veux bien souligner le fait que tout à l'heure, monsieur le maire nous a dit une contre-vérité. J'ai rien dit du tout, j'ai pas apporté de réponse. J'ai pas apporté de réponse. On réécoutera tranquillement la Je n'ai pas apporté de réponse et vous souvenez que j'ai menti. Mais ça s'appelle comment ça? Vous semblez ne pas savoir de quoi l'on parlait, mais c'est pas grave. J'ai répondu que je répondrai ultérieurement, donc j'ai pas apporté de réponse. Donc, c'est le démarrage de toute fake news, ça. Mais ça, vous êtes aussi un spécialiste. Oui. Monsieur le maire, vous me direz où, et quand, et comment? Oui, parce que c'est pas très difficile à prouver, vous en faites régulièrement. Bah, très bien. Dites-moi où, quand et comment. Je poursuis. J'espère que vous serez présent au prochain conseil communautaire, monsieur Marvaux. Vous pourrez être présent. Et au moment de la validation du procès verbal de la séance précédente à laquelle vous n'avez pas pu assister et vous étiez excusé, eh bien, on pourra peut-être revenir sur ce point particulier de cette motion. Les décisions diverses de la période du 13 au 16 novembre, vous les avez pour information, ainsi que les autres décisions qui ont été prises. L'agenda de novembre, de décembre, puis l'esquisse de début d'année prochaine, apparaissent à suivre. Sur l'agenda. Je vais rajouter sur l'agenda le 6 décembre la réunion du Conseil local de la biodiversité, la première réunion du Conseil local de la biodiversité. L'installation de cette nouvelle. 6 décembre en soirée. Madame Massé. Moi, j'ajoute une commission équipement public, voirie, aménagement rural, le 5 décembre à 19h. C'est un mardi. Ok. Et le conseil municipal le 15. Non, 13 décembre. 13 décembre. Vous nous avez adressé un certain nombre de questions. Oui, pardon. Sur l'agenda, vous ne nous avez toujours pas communiqué les dates des conseils municipaux pour 2024. Ils sont communiqués ultérieurement par mail à l'ensemble des conseillers municipaux. Merci. Vous m'avez déposé quelques questions. Je vous propose de les prendre une par une, après la lecture par vous-même, l'un d'entre vous. Ok. Alors, conformément à l'article 20 du règlement intérieur de notre conseil municipal adopté le 25 novembre 2020 et modifié les 31 mars 2021 et 28 septembre 2022, nous adressons les questions suivantes. Pouvez-vous nous dire combien de logements nouvellement construits depuis mars 2020 ont été raccordés au réseau d'eau usée de la commune et combien sont en assainissement autonome? Les questions ont été reçues lundi soir. Donc le temps nécessaire pour rassembler et consolider l'information n'a pas été suffisant. Aussi les réponses à cette question seront apportées au prochain conseil. Okay. Monsieur le maire, ça peut parfaitement ne pas attendre le prochain conseil. Je vous indique que je vous adresserai au prochain conseil. Pouvez-vous nous dire
comment vous avez intégré dans le cahier des charges de la future station d'épuration l'évolution réglementaire et le décret du 30 août dernier qui simplifie désormais la réutilisation des eaux usées traitées, RUT, solution désormais incontournable pour répondre aux tensions sur la ressource en eau qui ne va que s'accroître, y compris sur notre territoire. Massé. Le dossier a été déposé le 30 août. Pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. C'est la première chose. Le dossier de projet a été déposé début juillet 2023 et donc avant la publication de l'arrêté du 30 août. Cependant, les hypothèses de réutilisation des eaux usées traitées ont été examinées, telles que l'utilisation de l'eau en culture pour les productions sous serre et les agriculteurs bordant la station. Une première estimation fait apparaître un besoin faible en eau eu égard aux investissements nécessaires. L'étude de faisabilité n'est pas close. Nous continuons nos recherches. Voilà. Question suivante. Pouvez-vous nous présenter un état récapitulatif et quantitatif à date du stockage des boues issus de notre station d'épuration et nous fournir une cartographie des lieux concernés? Le premier au verger bossé à Meulès, c'est un silo de 400 mètres cubes et donc représente une distance à peu près de 5 km 400. Il y a un silo au Miri de 300 mètres cubes à une distance d'à peu près 3 km 400. La rivière, il y en a un autre à la rivière à Meulès de 600 mètres cubes et qui est à 6 km 5 et un au Chanchoirin à Montreuil-le-Gard de 450 mètres cubes aussi à une distance de 6 km 5. Merci. Sans intégrer donc le prochain. Comment? Et ça intègre celui sur lequel on a fait l'avenant qu'on a voté ce soir. Non, c'est celui des Chanchoirins. Non, c'est ça. À 450 mètres. 450 mètres. La convention dit pas 400? La convention dit 450 mètres. Il me semble que la convention dit 450. La convention dit bien 450. Moi, je l'ai pas. Je prends la suite. Pouvez-vous nous dire combien de temps la fermeture de l'accès à Meulès par la Croix de Paille et l'expérimentation des changements de priorité au niveau des commerces Lidl et Super U doit durer? Quels sont les indicateurs qui ont été retenus pour analyser les résultats de cette expérimentation et quelles sont les modalités de choix permettant de pérenniser ou non cette solution? La durée d'expérimentation de fermeture de l'accès vers le centre de Meulès est prévue jusqu'à fin février, tel qu'annoncé dans la presse. Les indicateurs pour l'analyse des résultats de cette expérimentation sont avant tout la fluidité sur la RD 82, à savoir que on ne peut pas ralentir la circulation sur les RD. Et un deuxième critère serait effectivement le nombre d'incidents de circulation au droit du changement des priorités et d'autres éventuels autres critères qui pourraient venir des usagers ou qui pourraient d'autres indicateurs auxquels on pourrait penser ensuite, mais les deux premiers en tous les cas que nous avons clairement identifiés sont ces deux. Merci. Pouvez-vous nous indiquer quand les salles polyvalentes et multifonctions seront chauffées? L'absence de chauffage étant préjudiciable aux activités, qu'elles soient sportives et de restauration pour l'école privée par exemple, mais également pour la bonne tenue dans le temps des bâtiments. Merci. La salle multifonction est raccordée au réseau de chaleur du nouveau collège. Son fonctionnement est programmé du lundi au vendredi de 7h30 à 22h30 et le samedi de 8h30 à 22h. Les périodes de chauffe seront adaptées sur la base d'un planning de chauffe en cours d'élaboration. Quant à la salle polyvalente, la réparation de la chaudière est en cours. La pièce qui a été livrée est défectueuse et attend sa carte de régulation et les paramétrages nécessaires. Ça devrait se solder rapidement. Merci. Suivante.
Oui, monsieur le maire, je vais prendre la suivante. Vous aviez annoncé commencer à inscrire au budget 2023 un projet de halle sportive. Pouvez-vous nous dire si ce projet est toujours d'actualité et si une commission des sports est prévue pour en débattre? Monsieur Marbeau, l'étude d'un projet de halle sportive a été engagée en partenariat avec Energive pour y installer une centrale de production d'énergie photovoltaïque. Les discussions pour la définition du dimensionnement ont été freinées et ne sont pas abouties à ce jour. Le moment venu, ce projet fera l'objet d'une présentation en commission. C'est simplement, on a un gros souci au niveau toit, ça peut passer, c'est simplement au niveau bardage. Le projet n'est pas abouti. Je comprends donc, monsieur le maire, que dans cette commune, les besoins des sportifs sont liés à des capacités des toitures à accueillir ou non des panneaux solaires. Mais si, c'est ce qu'on vient d'entendre. On est dans la partie. Moi, je parlais du sport, mais on ne peut pas Dans la d'énergie. partie question-réponse de fin de conseil, où il n'y a pas de débat. Dans la question Pas de suivante, débat. si vous en avez une, la réponse est donnée. Il n'y a pas de réponse, mais il n'y a pas de débat. Si, Vous avez raison. il y a une réponse, je pense. Alors, nous avons demandé lors de la dernière réunion du conseil municipal que nous soit communiquée la liste des réserves liées à la réception de la nouvelle salle du Champ-Courtin. Nous sommes toujours en attente. Envisagez-vous de communiquer ces documents aux élus? Lors du dernier conseil municipal, M. Margot, vous avez réclamé que soit communiqué le compte rendu des réserves émises par la commission de sécurité. Je vous avais répondu que c'était intégralement repris dans l'arrêté de mise en exploitation. Très bien. Non, monsieur le maire, oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris votre réponse. Non, mais j'ai bien compris votre réponse. C'est la réponse. Non, vous voulez cacher la vérité aux Pas élus du tout. sur la réalité, mais c'est pas grave. Mais si, mais vous voulez pas nous donner les éléments de réserve. Mais c'est votre droit le plus absolu. Mais ne venez pas me dire que c'est pas parce que j'ai pas posé la question correctement. Vous ne voulez pas nous donner les éléments de réserve de la salle. Très bien. Mais non, elles sont pas notées. Il y a eu 88 pages de réserve. Il n'y a pas 10 lignes. Allez. C'est les commissions de sécurité que vous Très bien, avez monsieur le maire. réclamées. Si vous tenez tellement, c'est à l'ensemble J'ai des conseillers parfaitement, municipaux que je vais rediffuser. j'ai parfaitement entendu, monsieur le maire, votre Quelle non-réponse. question Et du coup, je réitérerai le rendez-vous qui n'a pas pu être monté ce mois-ci, mais que nous demanderons à pouvoir organiser pour consulter l'intégralité des documents liés à la salle. Nous n'avons malheureusement pas disposé du temps nécessaire pour être présents à cette consultation. Huitième question. Pouvez-vous... On vous écoute. Pardon, monsieur Maury? On vous écoute, monsieur Margot. Bah si, mais vous parlez, donc j'écoute, moi. Et je vous entends pas bien d'ici, vous n'avez pas de micro. Pouvez-vous nous communiquer le plan annuel d'entretien des chemins piétonniers de la commune, qui, à l'exemple de celui de la Croix des Ormeaux, semble oublié ces derniers temps? Merci. L'entretien des chemins piétons en zone urbaine est intégré dans le programme annuel d'entretien des espaces verts. En zone rurale, l'entretien des chemins de randonnée est inscrit aux boucles du Val d'Aubigne, telles que le chemin de bannière de la Croix des Ormeaux, qui est assuré par la communauté. Merci. Bien, ceci nous amène à la conclusion du conseil municipal de ce soir. Le 2 décembre prochain, le centre d'incendie et de secours de Melesse organise sa Sainte-Barbe. Chaque conseiller, chaque conseiller municipal y sont invités. Le petit carton d'invitation sera transmis à tout le monde par mail demain dans la journée. J'allais conclure. Avant que vous ne concluiez cette séance, monsieur le maire, je regrette profondément et très sincèrement que vous n'ayez pas trouvé l'occasion, en tant que maire de Melesse, ni de façon publique, ni ce soir, lors de la séance du conseil municipal, d'associer la population mélessienne et le conseil municipal de Melesse à la mémoire de Pierre Breteau, qui nous a quittés de façon un peu rapide et qui était non seulement le maire de la commune voisine de Melesse, mais également le président de l'association des maires d'Ille-et-Vilaine. Votre silence, monsieur le maire, sur ce sujet, comme sur d'autres, est stupéfiant. Le nécessaire a été fait dans les instances Non, mais monsieur le maire, autres que non. le conseil municipal. Votre absence de prise de position publique est indécent. C'est pas un débat. Non, il n'y a pas lieu de débattre sur des choses aussi graves, monsieur le maire, je suis d'accord avec vous. Vous n'avez pas pris la parole au nom de la ville de Melesse, et vous n'avez pas pris la parole en tant que maire de Je me Melesse. suis adressé à sa famille. Peu importe. Ainsi qu'aux élus. Ce que Claude Jaouen, aux élus de Saint-Grégoire. monsieur le maire, ce que Claude Jaouen a à faire et a fait relève de son intimité et ne regarde pas la personne que je suis ou le conseil municipal de Melesse que je suis. J'aurais aimé, monsieur le maire, que vous puissiez publier un communiqué de presse pour nous associer
à la ville de Saint-Grégoire, à ses habitants et à ses élus. Et j'aurais aimé ce soir que vous preniez ne serait-ce qu'une minute pour honorer la mémoire de Pierre, qui est parti beaucoup trop vite. Il est parti beaucoup trop vite. Merci, monsieur le maire. Bien, je clôture la séance de ce soir.